18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Gilles Kepel. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Spécialiste de l'islam, auteur de ce livre Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. On a appris au cours de cette émission qu'une vague d'arrestations a eu lieu en Europe avec des terroristes liés au Hamas, arrêtés à la fois au Danemark mais aussi en Allemagne. Ils projetaient des attentats à Berlin et aux Pays-Bas. La menace terroriste liée au Hamas, est-ce qu'on l'a sous-estimée, notamment sur le sol européen ou pas ? Alors le Hamas n'était pas tellement, dans les années précédentes, obsédé précisément par la projection terroriste en dehors du champ israélo-palestinien, puisqu'il voulait se concentrer sur la cause nationale palestinienne telle qu'il l'apercevait. Mais depuis le 7 octobre, les choses ont changé très profondément. Alors peut-être est-ce que ce sont des gens qui sont liés au Hamas, il faudrait en avoir la preuve. Ce qui est en tout cas frappant, c'est que si on regarde la France par exemple, 10 jours après le 7 octobre, il y a eu l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, dans son lycée, et ensuite il y a eu une dizaine de jours l'attentat pas très loin d'ici, au pont Bir Hakeim, à la station Bir Hakeim, dont le perpétrateur a à la fin explicitement fait référence à ce qui se passait en Israël et Palestine. Donc c'est sans doute en tout cas quelque chose qui participe d'une atmosphère, si vous voulez, qui fait en sorte que la montée des tensions, la cristallisation des tensions et puis le nombre de morts qui augmente chaque jour aujourd'hui à Gaza fait qu'un certain nombre de gens qui regardent les réseaux sociaux et autres ont envie de passer à l'acte pour participer à ce qui est espèce de devenir aujourd'hui un drame mondial, puisque bien sûr c'est centré sur Israël, la Palestine, mais c'est quelque chose qui remet en cause le rôle traditionnel de l'Occident. Vous montriez Vladimir Poutine aujourd'hui en pleine majesté, d'une certaine façon, pensant qu'il est en train de reprendre la main sur l'Ukraine, puisque l'Occident est affaibli avec l'affaire Israël-Gaza. Et puis, bien évidemment, ici, toutes les questions liées aux angoisses migratoires, l'affaire de Crépol qui a été d'une certaine manière prise, en tout cas dans sa représentation médiatique par l'ensemble. Donc, on a tout un magma qu'il est très difficile de mener, et bien, sans oublier évidemment les actions antisémites, les graffitis, justement, etc. C'est à ça que je voulais en venir, Gilles Kepel, parce qu'on a aussi ces couteaux qu'on sort maintenant à tout bout de champ contre une directrice de crèche à Champigny-sur-Marne, dans une école. Il y a une espèce d'épidémie, de mimétisme sur ces attaques au couteau. C'est du djihadisme d'atmosphère. Oui, on peut dire ça. J'aurais préféré ne pas inventer ce terme. Oui, ce concept, mais voilà, il est ô combien prémonitoire. Malheureusement, je crois que c'est un peu la situation. Et surtout, on ne sait pas de quoi il s'agit. La dernière mise en cause de 12 ans, qui semblait avoir un passé psychiatrique, d'après ce que j'ai lu dans les journaux. Oui, là, on parle de J'ignore de qui, si c'est lié, mais en tout cas, on voit bien que, si vous voulez, aujourd'hui, dans la jeunesse, où tout le monde est sur les réseaux sociaux, où les algorithmes vous amènent vers les gens qui pensent la même chose que vous et qui vous renvoient sur des images on a une sorte d'accélération et d'entre guillemets de pouce au crime permanent dans tous les camps. Et ça, c'est un énorme problème dont on a aussi un écho avec les drames dans les universités occidentales aujourd'hui, les présidentes des universités américaines les plus prestigieuses mises en cause par le Congrès, dont l'une qui est partie, les soucis également dans l'université française, le fait que vous avez des étudiants qui annoncent qu'ils connaissent la vérité, qui mettent les campus en grève dans un sens ou dans un autre, comme si le magistère des professeurs n'existait plus. Donc tout ça est une ambiance délétère, si vous voulez, qu'il est très difficile de hiérarchiser, mais on a le sentiment que tout est bombardé en même temps. Louis Dragnel, une question. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez que les thèses du Hamas, et pas que du Hamas d'ailleurs, de l'État islamique, toutes ces thèses totalitaires prospèrent autant dans la société française? On a l'impression qu'il n'y a aucun contre-discours qui fonctionne, on a l'impression que l'État essaye d'avoir un discours dissuasif, certains médias alertent, mais on a l'impression que ça prospère pourtant. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la solidarité avec les Palestiniens. Et ça, c'est un facteur qui s'est considérablement... Solidarité au nom de la religion, au nom de... Non, je crois... il y a solidarité au nom de la religion, c'est une chose, effectivement, mais c'est le fait qu'il y a des morts en quantité croissante chaque jour.
Et vous en avez eu un signe également, pas seulement dans la société française ou parmi les mélenchonistes, mais en la personne de Joe Biden hier soir, qui a changé sa position par rapport à Israël, qui la veille, en allumant des chandelles de Hanouka, avait dit qu'il soutiendrait Israël jusqu'au bout, et qui, au vu aussi de l'élection présidentielle américaine qui se présente de plus en plus mal pour lui face à Trump, parce qu'il perd une partie de son électorat de gauche aujourd'hui, a mis la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il y ait une solution, enfin une terminaison, si je puis dire, une fin rationnelle au processus, puisque la stratégie de M. Netanyahou, comme ça a été expliqué tout à l'heure sur votre antenne, consiste à, disons, éradiquer le Hamas ou le punir, en tout cas, pour les crimes qui ont été commis le 7 octobre. Sans cela, la légitimité même du gouvernement Netanyahou, aux yeux de la société israélienne, ne tient plus. Mais en même temps, c'est aussi Netanyahou qui, parce qu'il a retiré l'armée de Gaza pour l'envoyer en Cisjordanie, soutenir les colons qui votent pour lui au Parlement pour qu'il n'aille pas en prison, pour changer la Constitution, porte la responsabilité de tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un comme le président Biden, outre ses soucis électoraux propres, se préoccupe de l'après, si vous voulez. Et que faire de l'après aujourd'hui ? La solution politique. Voilà, la solution politique. On voit mal les contours. Voilà, et aujourd'hui, c'est justement, on a l'impression que, au fond, il est assez probable que les dirigeants du Hamas militaire qui sont sur place, les gens des brigades, Zedin al-Qassam, Yahya Sinwar et les autres, sont probablement autour de Khan Younes. Les Égyptiens qui contrôlent assez bien la bande de Gaza, les tunnels, parce qu'en fait, tout ce qui entre dans les tunnels vient d'Égypte, il ne faut pas l'oublier, sont peut-être aussi désireux de se débarrasser de ces dirigeants, mais ne peuvent pas trop le faire aux yeux des populations arabes et de la solidarité avec Hamas aujourd'hui en Palestine. On s'étonne que, j'ai entendu tout à l'heure, que les Palestiniens se disent encore solidaires. Mais enfin, il faut aussi comprendre que les Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza sont en train aujourd'hui de tous pousser le long de la frontière avec Israël, avec l'Égypte, ne savent plus s'ils vont pouvoir revenir. On n'a pas vraiment d'idée de ce qui se prépare à Gaza. Est-ce que les Israéliens souhaitent faire partir les Palestiniens de Gaza pour les envoyer au Sinaï ? Pour l'instant, le maréchal Sissi dit qu'il n'en veut pas, mais tout ça, ça fait partie de négociations. Donc vous voyez, il y a une telle pression, il y a surtout une telle absence de visibilité que, pardonnez ce long détour, M. Ravenel, pour répondre à votre question, que de ce fait, on a une exacerbation des passions dans tous les sens, parce que justement, on manque de visibilité sur l'après. Or, on est obligé de penser à l'après. Parce que si on ne pense pas à l'après, nous allons être nous-mêmes entraînés dans cette spirale. Nous faisons partie du monde méditerranéen élargi, les flux migratoires. Imaginez par exemple que les Palestiniens soient contraints et forcés de se réfugier dans le Sinaï. Il va bien sûr y avoir des pressions, un peu comme Erdogan l'a fait avec les Syriens dans son pays, sur l'Union européenne, pour que des Palestiniens puissent passer dans d'autres pays. Ce que vous dites, c'est que cette instabilité politique, avec des jeux parfois de fort soutien, suivis de soutien beaucoup moins important à Israël, a un impact, une répercussion sur les réseaux sociaux, auprès des gens qui souhaitent distiller les messages, la propagande du Hamas, typiquement sur les réseaux sociaux en France et dans le monde occidental de manière générale. La question, c'était comment se fait-il qu'il n'y a pas de contre-discours, si vous voulez, qui ait l'air... Il y en a, mais qui n'ait pas l'air d'être audible. Précisément parce que pour qu'il y ait un contre-discours audible, il faut qu'il y ait justement, qu'il soit appuyé sur des solutions concrètes auxquelles les gens puissent s'identifier. Or, aujourd'hui, on est dans la panade de ce point de vue-là, et ça fait bien sûr le jeu de ceux qui s'identifient uniquement aux morts de leur camp. Alors, c'est parfaitement compréhensible d'être dans la réaction, dans l'émotion, c'est logique. Mais on est contraint d'avoir un objectif. Or, aujourd'hui, les choses ne sont pas, le moins qu'on puisse dire, elles ne sont pas clarifiées. On voit bien, et comment le président américain lui-même navigue à vue, c'est ça, oui. Une question d'Éric Revel pour Gilles Kepel. Je vais vous poser une question directe et franche. J'espère que, avec votre savoir et votre
sens du détail, vous allez pouvoir y répondre. Vous avez commencé par... Vous m'inquiétez, là. Non, vous allez voir, mais peut-être que je fais fausse route. Hein. Vous avez commencé par parler de Vladimir Poutine et de ce air triomphant qu'il avait à la longue conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui. Alors, je mets de côté, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bon, même si on avait respecté les accords de Minsk, peut-être que les choses seraient passées différemment. Mais je mets ça de côté et je relie au point que vous avez soulevé, c'est-à-dire ce qui se passe dans ces universités américaines et ce qui se passe aussi dans les universités françaises. La démission de la présidente de Pennsylvania University, ce qui s'est passé au MIT, à Harvard. Donc, en fait, l'effondrement un peu des valeurs de l'Occident. Et le point qui est le suivant, et je vous pose la question, et encore une fois, je mets de côté complètement le conflit en Ukraine. Hein, mais là où Poutine met un doigt qui pose question, c'est qu'il dit, mais vous, l'Occident, vous êtes sur quelle valeur? Vous représentez quoi aujourd'hui? Et vous voudriez que moi, je sois comme vous? Eh bien non, parce que moi, je défends des valeurs que vous ne défendez plus. Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée? Pas en ces termes, certainement, mais c'est ce que Poutine, tout à l'heure, dit. Les Européens ont cru qu'ils étaient de Gaulle. En fait, ils sont pétins. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il utilise quel vocabulaire? Il joue avec le vocabulaire interne à l'Occident, enfin, la France en l'occurrence, visée, semble-t-il, comme ventre mou, selon lui, pour le retourner contre l'Occident. Et ça. Mais on le voit effectivement aujourd'hui. Par exemple, l'Union européenne, sur la question de la Palestine et sur la question de l'Ukraine, est en train de se fragmenter. Vladimir Orban, qui a été reçu par Emmanuel Macron... Victor, excusez-moi. Je comprends pourquoi vous avez compacté les deux noms. Sur l'idée de l'effondrement des valeurs qui ont souvent été longtemps les nôtres dans un pays comme celui-ci. Oui, c'est bien ce que je vous dis, c'est qu'on a une fragmentation de notre socle de valeurs communes. Et c'est bien toute la difficulté à laquelle nous sommes en train de faire face, puisque les différents pays européens commencent à aller à Uadia. On voit bien qu'une majorité de l'opinion dans les différents pays souhaite voter pour des partis qui sont de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, dont un certain nombre demandent le retrait de l'Union européenne, la fragmentation, ce qui fait évidemment la joie de Vladimir, cette fois-ci Poutine. Et on est confronté à un vrai souci parce que paradoxalement, la question israélo-palestinienne nous renvoie aussi à nos propres contradictions. Si on ne tient pas fermement comme Européens là-dessus, tout ça va partir en fumée pour la plus grande joie de ceux qui sont les ennemis, justement, et qui sont les ennemis, de ces valeurs européennes. Vous avez donc toute la nébuleuse terroriste islamiste qui souhaite détruire l'Europe. Vous avez aujourd'hui également ceux qui les soutiennent en Iran. On ne peut pas dire que Vladimir Poutine soit le meilleur ami non plus de l'Union européenne. Et on voit cette montée aujourd'hui de l'anti-occidentalisme qu'on a vu notamment dans les pays africains, avec du reste le soutien des Russes, avec les fermes à trolls, comme on appelle, russes, qui ont expliqué les pires horreurs sur les Français, etc. Donc on voit bien qu'on est à une croisée des chemins et que face à cela, on ne peut pas dire que nos institutions intellectuelles, nos universités restent impavides. Elles sont très pénétrées elles-mêmes par ce débat. Moi-même, j'en suis la victime dans mon université. Vous allez perdre votre place. Oui, on me fait partir parce que je ne suis pas woke, si vous voulez. Et donc, c'est quelque chose qui nous oblige à songer aujourd'hui à la façon dont nous pensons les choses. Et paradoxalement, si on n'arrive pas à construire une solution pour la question israélo-palestinienne, qui implique un certain nombre de pays de la région, je pense à l'Arabie saoudite et autres, tout ça, chaque jour qui passe, est d'autant plus corrosif pour nous. Gilles Kepel, j'aimerais juste qu'on écoute un extrait de Marine Le Pen, qui était l'invitée dimanche du Grand Rendez-vous. C'est News Europe 1, interviewée par Sonia Mabrouk. Elle estime qu'on a laissé l'islamisme prendre la main sur l'islam. Je vais voir si vous êtes d'accord, mais d'abord l'écoute. On a laissé le frérisme, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste, prendre la main en réalité sur une partie de plus en plus importante, soit de nos compatriotes de religion musulmane, soit des étrangers musulmans qui sont dans notre pays. On a laissé faire. Et on a même... On a pire que laissé faire. Pardon. C'est qui on ? Pardon. Nos dirigeants politiques. Nos dirigeants politiques, ce sont toujours eux. On a laissé faire
Je crois qu'il y a effectivement eu une absence de vigilance. Si j'ai appelé mon livre Prophète en son pays, voilà. Ironique évidemment, c'est parce que justement, moi, ça fait 40 ans que j'observe et que j'analyse ce type de phénomène. Je ne peux pas dire que ça a été tellement pris en compte. Vous voyez, je me rappelle toujours l'affaire Mera, où le patron du renseignement à l'époque a dit, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un loup solitaire. Exactement. En fait, pas du tout. Mera était complètement plein de l'idéologie d'un des principaux fondateurs de Daesh, Abou Moussa Souri, qui préconisait justement d'attaquer des juifs, des policiers ou militaires d'origine musulmane parce que apostats s'ils servaient la France, de les tuer, etc., pour créer un climat de terreur. Ensuite, susciter une répression très violente et faire en sorte que la masse des coreligionnaires des personnes en question se retourne contre l'État et amène la sédition. Et si vous voulez, tout ça, ça a été malheureusement, moi j'ai écrit ça dès 2008, j'ai traduit ces textes, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On a des institutions comme le Parquet national antiterroriste, par exemple, qui fait un travail remarquable pour l'élucidation, pour donner à la justice, et c'est très important, la justice, c'est la sanction, mais c'est aussi la parole, c'est l'expression de la vérité, qui fonctionne. Mais on a pris indéniablement beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Prophète en son pays. C'est votre livre aux éditions de l'Observatoire. Merci, Eric Revel. Merci.